Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir ensemble aujourd'hui les anomalies de la diurèse dans le cadre du module de sémiologie médicale. La diurèse est une fonction vitale pour l'être vivant. On ne peut pas vivre sans diurèse puisqu'elle intervient essentiellement pour l'élimination des déchets, mais on va le voir également pour le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique et acido-basique. Elle permet l'élimination des déchets une fois que l'organisme a pu utiliser ou garder les nutriments nécessaires pour se nourrir d'une part, mais également pour sa production d'énergie. Elle intervient dans l'équilibre hydroélectrolytique en maintenant constant la quantité d'eau, mais également les sels minéraux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, et maintient également constant l'équilibre acido-basique. Elle permet l'élimination des déchets dont les principaux sont l'urée, l'acide urique et les médicaments. L'urine est un liquide organique qui permet l'élimination des déchets. Elle est fabriquée de manière continue et elle est excrétée par les reins. L'urine est fabriquée au niveau des unités fonctionnelles du rein, c'est-à-dire les néphrons, permettant la constitution d'urine primitive puis d'urine définitive, laquelle est éliminée par les voies urinaires. En effet, l'urine, une fois constituée par les néphrons, passe par les uretères, puis arrive au niveau de la vessie. Lorsque la vessie se remplit, elle passe ensuite au niveau de l'urètre avant de sortir lors de la miction. La miction permet la vidange de la vessie. Les urines sont d'un aspect jaune paille et sont généralement limpides au moment de l'émission. Elles peuvent cependant se troubler au moment du stockage au niveau de la vessie. Elles sont constituées essentiellement d'eau, 950 g d'eau pour 1 litre d'urine. Le reste, on y retrouve des déchets azotés, de la créatinine, des sels minéraux, des chlorures et des phosphates. L'urine, physiologiquement, ne comprend pas certaines substances telles que les protéines, les glucides, les pigments biliaires, mais également le sang, les nitrites, ainsi que des bactéries ou tout autre germe. L'urine est un liquide stérile. Donc, qu'est-ce que la diurèse? La diurèse, c'est la quantité d'urine qui sont éliminées en 24 heures. Donc, il y a une notion de débit. Elle comprend la composition de l'urine produite, c'est-à-dire l'eau et les substances qui sont contenues dans l'urine, le volume total de l'urine produite, c'est-à-dire la quantité d'urine produite sur une période donnée. Ici, c'est sur 24 heures, d'où la notion de débit urinaire ou de débit de diurèse, et la diurèse normale, c'est-à-dire la quantité d'urine émise sur 24 heures, en moyenne est d'environ 1500 ml d'urine, mais elle peut varier allant de 750 ml à 1,6 litres par jour. C'est une moyenne. Comment mesure-t-on ce débit urinaire? Eh bien, cette mesure va se réaliser par le biais du recueil des urines. Donc, ce recueil se réalise sur 24 heures. Cela permet d'en évaluer la quantité et la qualité, puis d'en établir la courbe, c'est-à-dire les périodes durant lesquelles les urines sont émises au cours de la journée et au cours de la nuit. Elle permet la mesure de la production totale d'urine sur une période de 24 heures. Pour cela, l'urine doit être recueillie lors de chaque mission dans un récipient qui idéalement est fourni par le laboratoire ou acheté en pharmacie. C'est un bocal propre qui doit être sec, gradué avec un couvercle et il doit être identifié avec le nom et le prénom de la personne chez qui on veut mesurer cette diurèse, avec la date et l'heure du début de la diurèse. Donc, comment recueille-t-on ces urines? En général, cette diurèse est commencée le matin, il y a une petite faute, commencer et E. Donc, il faut avertir le patient pour cela et avoir sa coopération. En effet, si le patient refuse de le faire, on ne risque pas d'avoir les urines des 24 heures de manière fiable. Il faut lui demander d'uriner avant de commencer sa diurèse. En général, cette diurèse est débutée le matin. Du coup, on demande au patient au réveil de jeter ses premières urines, puis de recueillir au fur et à mesure les urines qui sont émises tout au long de la journée, tout au long de la nuit, jusqu'à celles du lendemain matin. Il faut demander au patient de ne pas aller aux toilettes pour uriner, mais plutôt d'uriner dans un bassin.
Il faut également demander au patient d'uriner avant d'aller à la selle, afin de recueillir la totalité des urines des 24 heures. Il faut également demander au patient de prévenir s'il a eu une fuite qui pourrait ne pas être comptabilisée dans sa diurèse des 24 heures. Enfin, il faut aider le patient si nécessaire, si elle a besoin d'aide pour uriner, avertir la famille du patient, mais aussi le reste de l'équipe soignante. Une fois que les 24 heures sont passées et que le recueil des urines s'est déroulé correctement, eh bien, il va falloir évaluer la quantité des urines qui ont été émises sur les 24 heures et le noter sur la feuille. S'il s'agit d'une hospitalisation et que l'on veut recueillir ces urines, eh bien, le jour de l'entrée, cela correspond à J0. Quelles sont les variations de cette diurèse? Il existe deux types de variations, des variations physiologiques, donc qui ne sont pas pathologiques justement, qui correspondent à la quantité de liquide absorbé dans la journée. Selon que l'on boive une quantité plus ou moins importante de liquide, eh bien, la diurèse va être plus ou moins importante, mais elle va dépendre également de la température ambiante. En période de forte chaleur, eh bien, la quantité de liquide absorbée quotidiennement est plus importante. Et puis, nous avons les variations pathologiques, qui sont des variations quantitatives de la diurèse, à type d'oligurie, d'anurie ou de polyurie. Donc, à quoi correspondent ces variations? L'oligurie correspond à une production de quantité d'urine qui est anormalement faible. Elle correspond à un volume urinaire par 24 heures de 200 à 500 ml par jour. Donc, vous voyez que c'est bien inférieur aux 750 ml minimal en général du volume urinaire quotidien émis physiologiquement par les personnes. Il faut bien distinguer cette oligurie de la rétention d'urine. Une oligurie est une absence de production d'urine, alors que la rétention d'urine correspond en fait à une accumulation d'urine au niveau de la vessie qui n'a pas pu être éliminée. Donc il ne s'agit pas d'un défaut de production d'urine, mais d'un défaut d'élimination des urines par la miction. Vous avez l'anurie qui correspond à l'arrêt complet de production d'urine. C'est une urgence médicale et elle est toujours pathologique. Les causes sont identiques que pour l'oligurie. On va retrouver l'insuffisance rénale aiguë, donc une défaillance rénale qui donc entraîne un arrêt de la production d'urine, un déséquilibre hydroélectrolytique ou une obstruction urétérale bilatérale, c'est-à-dire un obstacle en urétérale qui empêche le passage des urines du rein vers la vessie. La polyurie, elle, correspond à une augmentation anormale du volume de l'urine produit, qui va se manifester cliniquement par une augmentation à la fois de la fréquence d'émission, mais également du volume mictionnel. Elle correspond à un débit urinaire supérieur à 3 litres par jour chez l'adulte. Il est important de caractériser cette polyurie par l'intermédiaire du rapport de l'osmolalité urinaire sur l'osmolalité plasmatique, qui nous donne une orientation étiologique. Donc l'osmolalité, c'est quoi? Ça correspond à la somme des concentrations des substances dissoutes, soit dans 1 litre d'urine pour l'osmolalité urinaire, soit dans 1 litre d'eau plasmatique pour l'osmolalité plasmatique. Lorsque ce rapport est entre 0,7 à 1,2, il s'agit d'une urine isotonique, et ceci se retrouve par exemple dans les polyuries osmotiques pour le diabète, dans lequel on a une hyperglycémie, on a une fuite urinaire importante de glucose qui va entraîner un appel d'eau vers les urines et donc qui va se traduire par une augmentation de la production du volume urinaire. Lorsque ce rapport est inférieur à 0,7, l'urine est dite hypotonique. Elle est en rapport avec une absorption importante d'eau, telle que par exemple dans les potomanies, et là il s'agit d'une polyurie aqueuse en lien avec une élimination essentiellement d'eau. Comment est-ce que est détectée cette polyurie? Bien, simplement par le fait que le patient vous dise qu'il va beaucoup aux toilettes pour uriner. Donc ce sont des mictions fréquentes, en particulier le jour, mais surtout la nuit. Le diagnostic se fait par le recueil des 24 heures qui permet la quantification de ce volume urinaire. Et puis, il est important de distinguer cette polyurie de ce que l'on appelle la polachyurie sans polyurie. La polachyurie qui est définie comme une augmentation de la fréquence d'émission qui sont généralement de petits volumes, mais lorsque l'on mesure la diurèse des 24 heures,
eh bien, la quantité d'urine émise sur les 24 heures est normale. Donc, la polyurie se retrouve dans ces étiologies-là, une augmentation des apports hydriques, la prise d'alcool, en présence de diurétiques ou de diabète. Maintenant, nous allons passer aux anomalies de la miction. La première partie, c'était les anomalies de la diurèse à type d'oligurie, d'anurie ou de polyurie. Deuxième partie, ce sont les troubles mictionnels. La miction correspond à l'évacuation des urines qui sont déclenchées par la vidange de la vessie. C'est le fait d'uriner. En fait, la miction normale correspond à l'évacuation satisfaisante du contenu de la vessie qui s'est remplie de façon progressive, sans fuite ni douleur, et elle a lieu lorsque le besoin s'en fait ressentir ou sur commande. En général, elle est rapide, elle doit être complète et facile. Pour qu'elle puisse se réaliser, elle nécessite la contraction de la vessie et l'ouverture des sphincters de l'urètre. Ce besoin se manifeste lorsque la vessie a atteint son maximum, soit environ 250 ml. Donc la miction normale a trois caractéristiques. Elle a un déclenchement immédiat, elle est facile, d'un seul jet qui doit être puissant, non dévié, sans avoir besoin de pousser et à fin nette. Enfin, elle est totale, il n'y a pas de résidus. Ceci dit, on peut avoir des anomalies de la miction. On peut avoir cette première anomalie dont on a parlé il y a un instant comme diagnostic différentiel de la polyurie, c'est la polachyurie. La polachyurie correspond à des mictions fréquentes mais de petits volumes. Elle s'associe à une diurèse qui est complètement normale, voire même abaissée, à la différence de la polyurie qui, elle, est définie par une augmentation du volume de la diurèse. Elle est évaluée la nuit par le nombre de réveils nocturnes et le jour par l'intervalle entre deux mictions, qui normalement doit être de 4 heures, d'un minimum de 4 heures. Dans la polachyurie, bien, cet intervalle est raccourci. Donc, les étiologies sont nombreuses. Il peut s'agir d'une polachyurie par irritation locale, par exemple lors d'une infection urinaire de type cystite, ou neurologique. Elle peut être en lien avec une anomalie de la capacité fonctionnelle de la vessie, soit par une obstruction ou une compression, ou bien par rétraction vésicale avec une diminution du volume de la vessie. La dysurie, elle, est définie comme une difficulté à uriner et on parle de dysurie s'il manque l'une des trois caractéristiques précédentes de la miction. À ce moment-là, on peut évoquer le diagnostic de dysurie. Donc vous avez ici un exemple, le patient attend, ça veut dire que le jet n'est pas immédiat, il pousse, il a nécessité de recourir à une poussée abdominale afin d'avoir un jet, un recours à plusieurs jets, parfois déviés, donc il existe une modification de la puissance et de l'axe du calibre du jet. La fin de miction est généralement laborieuse et souvent, à la fin de la miction, le patient garde une sensation de miction incomplète. Il a l'impression de ne pas avoir vidé complètement sa vessie. Les causes de la dysurie sont nombreuses. Elles peuvent être liées à un obstacle, donc par obstruction. Elles peuvent être en lien avec une atteinte neurologique, donc avec un non-relâchement du sphincter strié, entraînant donc une gêne à la miction ou une neurovessie périphérique. Elle peut également être en lien avec une anomalie musculaire, soit de la vessie ou en rapport avec un vieillissement musculaire vésical. La rétention d'urine est une autre anomalie de la miction. Elle correspond en fait à l'impossibilité d'uriner. Donc l'urine est produite normalement par les reins. Elle est stockée au niveau de la vessie, mais la vessie n'arrive pas à éliminer cette urine. Donc on en a deux types. Le début brutal correspond à une rétention d'urine aiguë. C'est une urgence c'est une urgence urologique où la douleur est violente et l'on retrouve un globe vésical à l'examen. Donc vous voyez ici sur le schéma de droite l'aspect d'un patient qui présente un globe vésical, une rétention aiguë d'urine. Donc on voit bien une voussure de l'abdomen. Elle se manifeste par une douleur violente. Et à l'examen, on va retrouver donc une voussure de l'abdomen, mais parfois ce n'est pas aussi évident que cela. Lorsque l'on va réaliser notre percussion, on va avoir une matité suspubienne et avec une limite supérieure convexe. Alors la limite supérieure convexe, c'est-à-dire qu'elle va dessiner une ligne courbe
qui est convexe vers le haut, comme ceci. Donc c'est une matité suspubienne à limite supérieure convexe. Et à ce moment-là, le seul traitement, c'est l'évacuation de l'urine. Donc ça peut se faire par exemple, cathéter suspubien ou par sondage urinaire tout simplement. La deuxième possibilité, c'est l'apparition progressive qui peut être, donc dans ce cas-là, la rétention elle peut être longtemps méconnue. Et à ce moment-là, il n'existe pas de douleur, mais apparition de miction par regorgement, c'est-à-dire que la vessie est tellement pleine qu'elle finit par déborder, entre guillemets, et permettre une miction par regorgement.